Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le premier chapitre. Je sais pas si je vais pouvoir le lire en entier pour des raisons de droit, quoi. Mais je vais vous lire un petit bout de L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Un livre qui, quand il est paru, a vraiment sifflé un peu la fin de l'URSS, en tout cas de la perception qu'on pouvait en avoir, notamment en France. Et donc je vous propose de vous lire un petit bout de ce livre pour vous donner une idée du sujet et tout ça, quoi. Donc, chapitre 1, l'arrestation. Comment fait-on pour gagner cet archipel mystérieux? Avion, train, bateau. À toute heure, un moyen de transport est en marche qui y conduit. Mais chacun d'eux ne porte de plaque de destination. Et les employés des guichets dans les gares et les agents du Soft-Tourist ou de l'Intourist seraient bien étonnés si vous leur demandiez un billet pour cet endroit-là. Ils ne connaissent ni l'archipel dans son ensemble, ni aucune de ces innombrables îles. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ceux qui se rendent dans l'archipel, pour l'administrer, passent par les écoles du MVD. Ceux qui se rendent dans l'archipel pour y être gardes-chiournes sont recrutés par les bureaux d'incorporation. Mais ceux qui s'y rendent, comme vous et moi, pour y mourir, amis lecteurs, ceux-là doivent suivre la voie obligatoire et unique de l'arrestation. L'arrestation. Est-il besoin de dire que c'est une cassure de toute une vie, la foudre qui s'abat sur vous, un ébranlement moral insoutenable auquel certains ne peuvent se faire et qui bascule dans la folie? Le monde recèle autant de centres qu'il compte d'êtres vivants. Chacun de nous est le centre du monde, et l'univers se fend en deux lorsqu'on vous jette dans un sifflement. Vous êtes arrêté. Si vraiment vous êtes, vous, arrêté, se peut-il que quelque chose reste encore debout après ce tremblement de terre? Mais leur cerveau enténébré, les rendant incapables de comprendre ces chambardements de l'univers, les plus subtils comme les plus simples d'entre nous restent bouche bée et de l'expérience de toute une vie ne trouvent rien d'autre à extraire que « moi? Mais pourquoi ?» Question répétée des millions et des millions de fois avant nous et qui n'a jamais reçu de réponse. L'arrestation. En un instant, de façon stupéfiante, elle vous transporte, elle vous transplante, elle vous transmue dans un état, dans un autre état. Tout au long de cette rue sinueuse qu'est notre vie, filant d'un cœur allègre ou nous traînant comme une âme en peine, il nous était arrivé maintes et maintes fois de passer devant ces enceintes. Palissades de bois pourri, murettes de pisé, clôtures de briques, de béton ou de fonte. Nous ne nous étions jamais demandé ce qu'il y avait derrière, ni physiquement, ni par l'œil, ni intellectuellement. Nous n'avions jamais tenté de regarder de l'autre côté. Or c'est là justement que commençait le pays du Goulag, sous notre nez, à 2 pas. Autre chose encore avec ces enceintes. Nous n'y avons jamais remarqué la présence, en quantité innombrable, de portillons, de portes basses, solidement ajustées, soigneusement camouflées. Eh bien, ces portes, toutes ces portes, c'est à notre intention qu'elles étaient préparées, et voici que l'une d'elles, fatidique, vient de s'ouvrir toute grande. Voici que 4 mains d'hommes, 4 mains blanches qui n'ont pas l'habitude du travail, mais agrippeuses, nous attrapent par la jambe, par le bras, par le col, par la chapka, par l'oreille, et nous traînent à l'intérieur comme un sac. Tandis que dans notre dos, la porte qui donnait sur notre vie passée se referme, en claquant pour toujours. Terminé, arrêté, vous êtes arrêté. Et rien, vous ne pouvez toujours rien d'autre à répondre que ce bêlement d'agneau. Moi? Pourquoi? Voici ce qu'est l'arrestation. Une lueur aveuglante et un choc qui en une seconde refoulent le présent dans le passé et font de l'impossible un présent à part entière. Un point, c'est tout. Et vous n'êtes plus capable de rien comprendre, ni pendant la première heure, ni même pendant les premières 24 heures. La seule chose qu'il y aura encore, c'est la faible lueur de cette lune de cirque, ce pauvre jouet que, dans votre désespoir, vous garderez un moment suspendu devant les yeux. C'est une erreur, on va tirer les choses au clair. Tout le reste, qui constitue aujourd'hui l'image traditionnelle et même consacrée par la littérature de l'arrestation, va s'accumuler et s'organiser désormais non plus dans votre mémoire consternée, mais dans celle de votre famille et des voisins qui partagent votre appartement. Coup de sonnette strident, la nuit,
ou grossier tambourinage contre la porte, entrée gaillarde de bottes non essuyées. Ce sont les agents de la sécurité d'État. Ils ne dorment pas, eux. Et derrière leur dos, terrorisés, accablés, le témoin instrumentaire. Pourquoi diable faut-il un témoin? Les victimes n'osent pas se poser ces questions. Les agents ont oublié la réponse, mais les instructions sont les instructions, et il lui faudra rester planté là toute la nuit et contresigner au petit matin. Et quel tournement aussi pour ce témoin arraché à son lit, passer toutes ses nuits dehors et aider à l'arrestation de ses voisins et connaissances. Une arrestation traditionnelle, c'est autre chose encore. Ce sont les préparatifs faits d'une main tremblante pour celui que l'on va emmener. Un change de linge, un morceau de savon, un peu de nourriture, et personne ne sait de quoi il aura besoin, à quoi il a droit, quels vêtements lui faut mettre. Et les agents vous pressent et vous coupent. Il n'y a besoin de rien, on lui donnera à manger, il fait bon là-bas. Autant de mensonges, et s'il vous presse, c'est pour que vous ayez encore plus peur. Une arrestation traditionnelle, c'est autre chose encore. Après, une fois parti le malheureux que l'on vient d'embarquer, c'est des heures durant votre appartement livré à une force brutale, étrangère, écrasante, qui fracture, éventre, arrache, qui dénude les murs, qui vide armoires et tiroirs, qui secoue, éparpille, lacère. Ce sont les montagnes de choses qui s'entassent par terre, ce sont les débris qui crissent sous les bottes. Et rien n'est sacré lors d'une perquisition. Lorsqu'on va arrêter le mécanicien de locomotive Innochine, il y avait dans la pièce occupée par la famille un petit cercueil contenant le corps de son enfant qui venait de mourir. Nos juristes jetèrent l'enfant hors du cercueil pour regarder ce qu'il y avait dedans. Les malades, on les vide de leur lit, on défait leurs pansements. Et rien, pendant une perquisition, ne saurait être considéré comme absurde. On s'empara chez le collectionneur d'antiquités Tcheveroukine, Doukas Imperio, Feuille Doukas, qui dénonçait la fin de la guerre avec Napoléon et la formation de la Sainte Alliance, ainsi que du texte de la prière solennelle contre le choléra en 1830. On confisqua à notre meilleur connaisseur du Tibet, Vostrikov, de précieux manuscrits tibétains anciens, et les disciples du défunt devaient réussir à grande peine 30 ans plus tard à les arracher au KGB. Lors de l'arrestation de l'orientaliste Nevsky, on emporta ces manuscrits Tangout, dont le déchiffrement valut au défunt, 25 ans plus tard, le prix Lénine à titre posthume. On rafla à Karguer sa documentation sur les ostiaks de l'INSAI. Le système d'écriture et l'abécédaire qu'ils avaient inventé furent frappés d'interdit. Et tout un petit peuple resta privé d'écriture. En langage d'intellectuel, tout cela est long à décrire. Le peuple, lui, a sa formule pour parler des perquisitions. Il cherche ce qu'on n'y a pas mis. Le produit de la confiscation est embarqué. Parfois, c'est celui qu'on vient d'arrêter qui est forcé de le porter. Telle Nina Alexandrovna Pachinskaya, qui coltina sur son dos un sac contenant les papiers et les lettres de son mari défunt. Ce grand ingénieur russe, perpétuellement actif, et cela jusque chez eux, dans leur gueule grande ouverte, pour toujours, et sans espoir de retour. Pour ceux qui restent après l'arrestation, c'est le long chapelet de jours qui termine une existence bouleversée, dévastée. Tentative pour faire passer des colis, mais à tous les guichets des aboiements, pas sur nos listes, pas ici. Et encore, pour parvenir jusqu'à ce guichet-là, à Leningrad, pendant les mauvais jours, fallait-il 5 jours et 5 nuits de queue dans la bousculade. Et il se passera peut-être 6 mois, 1 an, avant que la personne arrêtée donne signe de vie, ou bien que l'on vous jette, privé du droit de correspondre. Et cela, ça veut dire, pour toujours, privé du droit de correspondre. Cela signifie presque à coup sûr, fusillé. En un mot, nous vivons dans des conditions abominables. Un homme peut disparaître sans laisser de traces, et durant des années, ses proches les plus chers, sa femme, sa mère, ignorent ce qui lui est arrivé. Bien dit, mal dit, c'est signé Lénine dans son article nécrologique de 1910, à la mémoire de Babouchkine. Seulement, il faut parler net. Babouchkine convoyait un transport d'armes en vue d'un soulèvement, et c'est pour cela qu'il fut fusillé. Il savait ce qu'il risquait. On ne saurait en dire autant des lapereaux que nous sommes. Telle est l'image que nous faisons de l'arrestation. Et il est certain que l'arrestation de nuit,
telle que je viens de la décrire, jouit chez nous d'une grande faveur, car elle présente d'importants avantages. Dès le premier coup frappé à la porte, tous les habitants de l'appartement ont le cœur serré d'effroi. La victime est arrachée à la tiédeur du lit, en proie, comme à l'impuissance du demi-sommeil, sa raison est trouble. Lors d'une arrestation de nuit, les agents de la sécurité ont la supériorité physique. Ils arrivent à plusieurs, armés, contre un homme seul qui n'a pas encore fini de boutonner son pantalon. Et pendant le temps que vont durer les préparatifs et la perquisition, la foule des partisans éventuels de la victime ne risque pas de s'attrouper devant l'entrée de la maison. Ajoutez que la progressivité sans hâte des descentes de police dans un appartement, puis dans un autre, demain dans un troisième et dans un quatrième, donne la possibilité d'utiliser au mieux les effectifs et de jeter en prison un nombre de citadins plusieurs fois supérieur au volume des 10 effectifs. Un autre avantage, enfin, les arrestations nocturnes. Ni les maisons voisines, ni les rues de la ville ne voient combien de personnes ont été emmenées en une nuit. Terreur des voisins les plus proches, les arrestations de ce type ne sont pas un événement pour ceux qui vivent plus loin. On dirait qu'il ne s'est rien passé. C'est le même ruban d'asphalte qui voit la nuit la navette des fourgons cellulaires et, le jour, les défilés de la jeune classe avec drapeaux, fleurs, chansons d'un optimisme sans nuages. Mais ceux qui cueillent, ceux dont le travail consiste précisément et uniquement en arrestation, ceux pour qui les horreurs que subissent les appréhendés sont un phénomène à répétition, combien fastidieux, ceux-là ont une conception autrement plus large de l'opération arrestatoire. Ils ont toute une théorie, n'allez surtout pas croire naïvement le contraire. L'arrestologie est un chapitre important du cours de carcérologie générale et repose sur une sérieuse théorie de la vie sociale. Les arrestations sont l'objet d'une classification fondée sur divers critères. Nocturne ou diurne, à domicile, sur le lieu de travail, en voyage, opéré pour la première ou la seconde fois, décomposé ou en groupe. On distingue les arrestations selon le degré de surprise voulue, le degré de résistance escompté, mais dans des dizaines de millions de cas, on n'avait tablé sur absolument aucune résistance, et du reste, il n'y en eut pas. On distingue les arrestations selon le sérieux de la perquisition à effectuer, selon qu'il faut ou non dresser un inventaire avant confiscation et mettre sous scellé la chambre ou l'appartement, selon qu'il faut arrêter la femme à la suite du mari et expédier les enfants à l'assistance, ou bien déporter tout ce qui reste de la famille, ou bien encore envoyer les grands-parents eux aussi dans un camp. Autre domaine distinct, il existe toute une science de la perquisition. J'ai pu lire une brochure destinée aux juristes d'Alma Alta qui suivent leurs cours par correspondance. On y loue fort des juristes qui n'avaient pas craint, lors d'une perquisition, de retourner 2 tonnes de fumier, 6 terres de bois de chauffage, 2 charretées de foin, qui avaient déneigé toute la surface d'un lopin individuel, démantibuler des poêles en décelant les briques, curer des fosses d'aisance, visiter des cuvettes de cabinet, fouiller des niches à chiens, des poulaillers, des nichoirs à sansonner, fendu des matelas, arraché des cataplasmes et même des prothèses dentaires, dans l'espoir d'y trouver des microfilms. Il est vivement recommandé aux étudiants de commencer et de finir les opérations par une fouille personnelle. Le suspect peut avoir réussi à subtiliser l'un des objets saisis et aussi de revenir une fois encore au même endroit, mais à une autre heure du jour ou de la nuit, pour recommencer la perquisition. Certes oui, les arrestations se suivent et ne se ressemblent pas. Irma Mendel, une Hongroise, s'était débrouillée en 1926 pour se procurer au Komintern 2 billets pour le Bolchoï, dans les premiers rangs d'orchestre. Le commissaire instructeur Klegel lui faisait la cour et l'invita. Ils passèrent fort tendrement le temps du spectacle, après quoi il l'emmena en voiture, droit à la Loubianka. Et si par une journée fleurie de juin 1927, vous apercevez sur le pont des maréchaux Anna Skripnikova, belle fille à nattes blond roux et au visage plein, sortant d'un magasin où elle vient d'acheter du tissu bleu pour se faire une robe, être invitée à monter dans un fiacre par un jeune dandy, eh bien, sachez-le, ce n'est pas un rendez-vous d'amour, c'est encore et toujours une arrestation. Ils vont tourner à l'instant dans la rue Loubianka et s'engouffrer dans la gueule noire du portail. Et si,
22 printemps plus tard, le capitaine de frégate Boris Borowski, tunique blanche, eau de Cologne de qualité, achète un gâteau à l'intention d'une jeune fille. Ne jurez pas que le gâteau, au lieu de revenir à la jeune fille, ne sera pas mis en pièces par les couteaux des perquisitionneurs et emporté par le capitaine dans sa première cellule. Oh non. Jamais n'a cessé d'être en honneur chez nous l'arrestation de jour, ou de voyage, ou au milieu d'une foisonnante multitude. Toutefois, elle s'effectue proprement, et chose étonnante pour les victimes elles-mêmes, d'accord avec les agents, se conduisent avec la plus grande magnanimité possible, pour ne pas risquer de laisser remarquer aux vivants qu'un réprouvé est en train de périr. On ne peut pas arrêter n'importe qui à domicile après avoir préalablement frappé à la porte. Si vous en passez par là, c'est le gérant, c'est le facteur, et on ne doit pas non plus arrêter n'importe qui sur son lieu de travail. Si le suspect a mauvais esprit, il est pratique de s'emparer de lui lorsqu'il est coupé de son environnement habituel, de sa famille, de ses collègues, des gens qui partagent ses idées, des endroits où il cache ses affaires. Il faut qu'il n'ait pas le temps de rien détruire, dissimuler ou transmettre. Avec les grosses légumes, membres du parti ou militaires, on commençait parfois par leur donner une nouvelle affectation. On mettait à leur disposition un wagon-salon et on les arrêtait pendant le trajet. Prenez à présent un simple mortel, que pétrifient de terreur les arrestations en masse et qu'oppressent depuis une semaine déjà les regards en dessous de ses supérieurs. Brusquement convoqué au comité local du syndicat, il se voit proposer par des agents rayonnants un séjour payé dans une maison de repos à Sochi. Notre Lapero en est tout remué. Ses craintes étaient donc vaines. Il remercie, jubilant. Il se hâte de rentrer chez lui faire sa valise. Son train part dans les 2 heures. Il gourmande son empoté de femme. Enfin la gare. Il a encore un peu de temps devant lui. Dans la salle d'attente, ou bien au comptoir du buffet, un verre de bière à la main. Il s'entend interpellé par un jeune homme, tout ce qu'il y a de sympathique. « Vous ne me reconnaissez pas, Piotr Ivanitch ?» Embarras de Piotr Ivanitch. « Je crois bien que non, et pourtant. » Le jeune homme de prodiguer les marques de la sympathie la plus amicale. « Mais voyons, mais comment donc? Je vais vous rafraîchir la mémoire. » Et saluant respectueusement la femme de Piotr Ivanovitch, « Vous permettez que je vous le rende dans une minute ?» L'épouse permet. L'inconnu prend, comme un vieil ami, le bras de Piotr Ivanovitch et l'amène, pour toujours, ou pour 10 ans. Alors là, je pense que pour des raisons de droit, je ne pourrais pas aller plus loin, mais je vous conseille à tous de continuer la lecture. Et si vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous dirai où vous le procurez, voilà, à bas coût. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. De toute façon, on est sur Internet, donc faut regarder ça quand vous voulez. Ciao à tous.